Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, dernier numéro de cette semaine. Nous sommes vendredi 12 janvier de l'an 2024. Comme annoncé au sommaire, notre invité nous vient du parti Alliance nationale pour le changement. Il est le conseiller spécial du président national de cette formation politique et porte-parole du parti, M. Éric Dupuis, avec nous ce matin. On va revenir sur le processus électoral. Il y a de cela 48 heures, le parti était face à la presse nationale et internationale pour relever quelques dysfonctionnements dans ce processus-là. On a évoqué des sujets, la fin du mandat actuel de l'Assemblée nationale depuis le 31 décembre 2023, le découpage, les fichiers électoraux, pourquoi pas la libération des détenus politiques et autres sujets pour l'ANC, pour organiser consensuellement ces élections régionales, législatives prochaines. Il faut des assises nationales. Il est déjà avec nous, vous l'avez écouté, M. Éric Dupuis, bonjour. Bonjour M. Aliakoto. Comme c'est la première fois que je passe sur votre antenne, je souhaiterais présenter mes vœux à vos auditrices et à vos auditeurs, un vœu de santé, de bonne santé, de joie et de beaucoup d'amour, de ma part, de la part du président national Jean-Pierre Fabre et de la part de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Je souhaite que chaque Togolaise et chaque Togolais puisse, tout au long de cette année, manger à sa faim. C'est la base d'une bonne santé. Ce n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui. Ok. On va commencer avec l'actualité sportive. Vous savez que tous les regards se tournent actuellement vers la Côte d'Ivoire qui va accueillir la 34e édition de la CAN. Ça démarre 2 mai, 13 janvier pour finir le 11 février. 24 nations vont aller à l'assaut du Graal. Quelle compétition sur le continent, M. Éric Dupuis, c'est encore une effervescence, même si le Togo n'y participe pas. De loin, comment vous voyez cette compétition, l'engouement qui entoure, les préparatifs, l'investissement de l'État ivoirien pour que la fête soit belle? C'est dommage que le Togo ne soit pas présent à cette grande fête internationale et africaine. Mais on doit se féliciter quand même que le Togo ait été choisi comme base d'entraînement de certaines équipes. Comme l'Algérie. Comme l'Algérie. Donc ça veut dire que nous sommes reconnus comme acteurs importants dans ce domaine et que nous avons les équipements requis pour... Même grâce à la chaîne Niwa de TV, plusieurs pays africains auront quand même les images depuis Lomé aussi. Il faut s'en féliciter. Et je ne peux pas parler de ça sans faire un clin d'œil au chef de mon parti, le président national Jean-Pierre Fabre, qui est un sportif et un féru du ballon rond. Voilà. Est-ce que vous avez un favori déjà? Est-ce que le Sénégal va repartir avec le trophée? Vous savez, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les paris. Ah bon? Voilà. Que le meilleur gagne. Oui, ainsi, nous verrons bien comment les choses vont se passer sur le terrain. Et on souhaite bonne chance à tous les participants à cette grande rencontre internationale, interafricaine. Et justement, vous venez de le dire que votre leader Jean-Pierre Fabre est un féru du sport, mais on sait qu'au Togo aujourd'hui, le football togolais est dans l'agonie totale. Est-ce que déjà, au niveau de l'ANC, vous envisagez des solutions pour redonner quand même ce souffle-là au football togolais, au sport général? Est-ce que vous avez un projet? Si vous vous référez au projet de société de Jean-Pierre Fabre pour la présidentielle de 2020, il y a une partie qui traite de la jeunesse et du sport de notre pays. Je ne l'ai pas en tête pour pouvoir vous le livrer, mais je sais que ça existe bel et bien. Vous savez, un homme comme Jean-Pierre Fabre qui a pratiqué du sport à haut niveau, notamment en handball, il a représenté le Togo même à l'international, ne peut pas concevoir
un projet de société, sans parler de la jeunesse et du sport. Ok. Et on vous rappelle que demain, c'est le coup d'envoi de cette 34e édition. C'est quand 2 matchs, les 6 stades sont retenus pour le match. Les villes d'Abidjan, Korogo, Bouaké, San Pedro vont vibrer à ce rythme de la CAN jusqu'au 11 février prochain. Revenons-en maintenant à l'ANC. Monsieur Dupuis, comment se porte le parti orange? Bon, le parti se porte très bien, vous l'avez vu quand vous étiez à notre conférence de presse il y a 2 jours. C'est un parti qui est en ordre de bataille. J'ai toujours dit que l'ANC est toujours au travail. C'est la vie d'un parti politique que d'être au travail tout le temps. Les réunions se succèdent, nos représentants sont dans les fédérations sur toute l'étendue du territoire. Nous avons plus de 130 fédérations. Nous avons des sections, des sous-sections sur toute l'étendue du territoire national. Et nous veillons, par l'intermédiaire du secrétaire général, à ce que tout ce monde se mette au travail et suive les directives du parti. Ça, nous l'avons toujours fait et nous le faisons. Pas plus tard qu'hier, pendant toute une demi-journée, nous avons travaillé à la commission des affaires électorales pour voir comment les préparatifs se font au niveau national. Et je peux vous dire avec satisfaction que tout se passe bien. Ça veut dire que tout est fait prêt pour les élections. Comme là, on a écouté une formation pour la semaine dernière qui dit que même si c'est demain, ils sont prêts. Est-ce que c'est le même avis au niveau de l'ANC? Si c'est demain les législatives, les régionales, est-ce que l'ANC est prêt? C'est normal qu'un parti politique soit prêt à tout moment pour toute échéance électorale. C'est la vie normale d'un parti politique. Et nous sommes toujours prêts. Si demain, il y a la présidentielle, si les conditions sont réunies, nous irons aux élections. Et justement, par rapport à ces conditions, vous les avez évoquées il y a de cela 48 heures, au cours d'une conférence de presse. Plusieurs sujets ont été abordés. Globalement, M. Riquet Dupuis, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette sortie, la première de cette année 2024 de votre formation politique? Non, nous avons soulevé plusieurs points. Le premier point, c'est la fin du mandat de l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le deuxième point, c'est la conformité de la Constitution, le découpage électoral, le recensement électoral. Puis le troisième point, les achats de conscience qui sont en cours aujourd'hui, la modification des lois, et nous avons fait le point là-dessus pour vous situer, vous, journalistes, et à travers vous, les populations togolaises. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Nous sommes à 2 mois, en gros, des législatives et des régionales, mais les choses ne vont pas bien. Et nous avons l'obligation de tirer la sonnette d'alarme. C'est ce que nous avons fait lors de notre conférence de presse le 10 janvier. Du 10 janvier. Par rapport à la fin du mandat de l'Assemblée nationale, selon vous, pas question de parler du vide constitutionnel. Non, il n'y a pas. L'article 52, selon vous, est mal interprété, M. Dupuis. Quand vous parlez de vide constitutionnel, ça n'existe pas à notre entendement. Le président national l'a dit la dernière fois. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que la Constitution, dans son article 52, dit quoi exactement? Elle dit que les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 6 ans, renouvelable 2 fois. Chaque député est le représentant de la nation tout entière. Tout mandat impératif est nul. Et puis le deuxième alinéa dit « Les élections ont lieu dans les 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le 2e mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats. » Puis, plus loin, 6e alinéa, on nous met les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant par fin de mandat ou de dissolution restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leur successeur. On ne dit pas que on doit attendre pour renouveler l'Assemblée. On a dit que les députés restent en place jusqu'à la prise de fonction. On parle de prise de fonction. On ne parle pas de l'élection. Or,
le deuxième alinéa dit que les élections ont lieu dans les 30 jours. Puis si on prend le code électoral, dans son article 203, que dit le code électoral? Le code électoral dit l'Assemblée nationale se renouvelle intégralement, sauf le cas de dissolution. Les législatives ont lieu dans les 30 jours précédant la date d'expiration de la législature en cours. Pourquoi diantre le gouvernement refuse de respecter et la Constitution et le code électoral? On nous dit qu'il n'y a pas de crise au Togo, que tout se passe bien. Le chef de l'État passe son temps à essayer de régler les problèmes de crise à l'extérieur de notre pays, mais les crises qui minent notre pays, on ne cherche pas à les comprendre et à y trouver des solutions. C'est ça le drame de notre pays. Qu'est-ce qui aujourd'hui empêche le gouvernement de respecter l'article 52 de la Constitution, dans son alinéa 2, et de respecter l'article 203 du Code électoral? Nous n'avons pas les raisons qui expliqueraient ce report ou cette violation de ces deux articles. C'est pour ça que vous dites que c'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui... actuel... Non, et puis il faut continuer. Il faut dire aussi que quand un Premier ministre est nommé à la tête d'un gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'Assemblée nationale pour proposer, pour soumettre à l'Assemblée nationale sa politique générale. Et c'est la majorité parlementaire qui lui donne le feu vert pour exécuter son programme. Or, aujourd'hui, si on regarde la Constitution et si on regarde le Code électoral, l'Assemblée nationale n'existe plus. On nous parle de la fin de la mission, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. L'Assemblée n'existe plus. Donc la majorité parlementaire n'existant plus, est-ce que le gouvernement reste encore fondé? Sur quelle base? C'est pourquoi vous dites que le gouvernement aujourd'hui est en l'air? Non, on ne dit pas qu'il est en l'air. On dit que c'est un gouvernement de fait, puisqu'il n'est plus soutenu par une majorité parlementaire, puisque cette majorité parlementaire n'existe plus. C'est aussi simple que cela. N'importe qui, en réfléchissant calmement, comprendra ce que nous disons. Vous n'avez plus de support, Monsieur Adiakoto. Vous n'avez plus de soutien. Mais pour certains aussi, nous ne sommes pas la première expérience, Monsieur Dupuis, au Togo. Mais ce n'est pas parce que on a mal fait une fois, deux fois, trois fois, que cela doit devenir une habitude. Quand on fait quelque chose de mal et qu'on s'en rend compte, on fait l'effort de corriger. Or, nous avons l'impression, à travers votre question, que plus on fait mal, cela devient une habitude, il faut perpétuer cela. Nous disons non, nous devons évoluer, nous devons chercher la perfection, nous devons chercher toujours à mieux faire dans l'intérêt de nos populations. Et justement, nous sommes devant la situation, mais que proposez-vous réellement? Parce que c'est ce gouvernement de fait entre griffes qui est là, qui organise les élections qui sont annoncées plus tard le 31 mars prochain. Qu'est-ce que vous proposez dans cet esprit? Si aujourd'hui l'Assemblée nationale n'est plus opérationnelle, si aujourd'hui le gouvernement ne joue plus son rôle, il y a le consensus politique. Il faut maintenant que le gouvernement s'asseye avec tous les partis politiques pour essayer de trouver une solution. Ensemble, on peut décider de repousser de 15 jours, d'un mois, les échéances électorales. On peut régler le problème du découpage électoral ensemble, le problème du recensement électoral ensemble, et organiser. Donc un autre cadre à part le CPC actuel? Est-ce que le CPC actuel fonctionne correctement? Si le CPC actuel fonctionnait correctement, ces problèmes auraient été résolus. Parce que déjà à la CNAP, en janvier 2021, nous avons mis sur la table ces problèmes de découpage électoral. Nous l'avons dit, que nous souhaitons que le problème du découpage électoral soit réglé. Cela n'a pas été fait. Ça veut dire que le CPC, c'est déjà une faillite quelque part.
si le CPC avait fonctionné normalement depuis, vous savez que depuis juin dernier, le CPC a eu lieu, et il n'y a pas longtemps, 6 mois sans activité. Or, nous sommes en période préélectorale. Donc, reconnaissons que le CPC ne joue pas son rôle. Mais dans notre déclaration, nous avons invité le CPC à jouer pleinement son rôle et à trouver avec l'opposition, et l'ANC est disponible, des solutions pour que nous puissions... À proposer pour l'avancement. Ok. Par rapport au fichier électoral, au découpage électoral, pour le découpage électoral au niveau du CPC, une solution serait envisagée, c'est d'augmenter le nombre de députés de 91 à 117, de prendre les communes comme circonscription électorale aussi. Mais apparemment, c'est vrai que vous étiez à cette rencontre au niveau du CPC, mais ça ne sied pas au niveau du parti. Non, ça n'a pas de fondement. Ah bon? Pourquoi 117? D'abord, pourquoi 117? On n'en sait rien. Nous avons dit que nous, le nombre de députés nous importe peu. Même si on gardait le nombre de députés à 91, l'ANC applaudirait des 4 mains. Mais ce que nous demandons, ce n'est pas le nombre de députés. Nous demandons de l'équité dans la répartition des sièges, sur la base démographique. Et d'ailleurs, la CNDH à qui nous avions écrit, et qui a répondu que nous n'avions pas, qu'il ne soutenait pas notre cuisine, parce que le fond, ce n'est pas ça. C'est pas sur le fond, c'est sur la forme. Sur la forme. Non. Mais reconnaît quand même que nous avions raison, puisque elle a donné une réponse déjà à Togo Debout. En nous citant. Bon. Et dans ce document, attendez, selon ce qui a été dit... Je vais terminer là-dessus. Mais quand on regarde le découpage tel qu'il est fait, il y a un problème. Quand vous voyez par exemple que dans une région comme la région maritime, il faut 144 000 personnes derrière un député. Selon le document, dans la région maritime, un député, il faut 141 400 habitants pour élire un député. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire que dans la région maritime, un député représente 144 000 personnes. Ce n'est pas pour voter. Représente 144 000 personnes. Alors que pour le plateau, 65 000 et quelques. Voilà, ainsi de suite. Donc nous disons que ce n'est pas normal. Vous voyez le plateau 65 400, la région centrale 66 000, Kara 57 000. Si vous faites un rapport... Savane 95 000. Si vous faites un rapport entre 57 000 et 141 000, c'est à peu près 3 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un député de la région de la Kara vaut 3 fois plus qu'un député de la région maritime. En d'autres termes, si à population égale, si on prend les mêmes critères ici, à population égale entre la région maritime et la région de la Kara, ça voudrait dire que si les députés, il faut 25 députés pour la région maritime, il en faudrait 75 pour Kara, qui en réalité n'a que 980 pas la même démographie habitants contre 3 500 000 habitants dans la région maritime. Nous disons que non. Cela viole la Constitution dans son article 2, dans son article 11, et nous disons que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tous les citoyens togolais sont égaux. Quand on prend ce problème, l'article 2 est violé, l'article 5 est violé, l'article 11 est violé, l'article 14 est violé de la Constitution. Et en plus de ça, on viole les conventions internationales. Nous disons, ce n'est pas bon. Faisons en sorte que chaque député à l'Assemblée nationale représente réellement et de manière équitable les populations togolaises. Mais on a l'impression que c'est... un député est un député de la nation. Pour pouvoir voter à l'Assemblée nationale, il faudrait que chaque député
ait le même poids. Pourquoi le même débat à chaque échéance électorale, M. Dupuis? Parce qu'on a l'impression que... Vous ne me suivez pas, M. Adiakoto. Oui, c'est c'est vrai que vous l'annoncez, mais pourquoi vous mettez l'accent sur le sujet à chaque approche électorale? Pourquoi on n'arrive pas à régler ce problème Non, M. Adiakoto. Ce n'est pas la première fois que nous posons ce problème, nous le posons depuis 13 ans. Depuis 13 ans. Et à chaque fois, nous ressortons les dossiers. Nous avons fait des études que nous avons distribuées, ainsi de suite. Je vous disais tout à l'heure que en janvier 2021, ce n'était pas la veille des élections. Nous avons inscrit ça aux discussions de la CNAP, de la concertation nationale des acteurs politiques. Nous l'avons inscrit en défendant, en expliquant, avec un mémo là-dessus, un mémorandum là-dessus. Puis, lors des discussions en 2018, avec la CEDEAO, la proposition de la C14 est une proposition de l'ANC. Donc ce n'est pas seulement à la veille des élections que nous le faisons. Nous le faisons toujours parce que nous estimons... Dès que l'occasion vous le permet, nous estimons que pour avoir des élections libres, équitables et acceptables par tous, pour que le Togolais se dise enfin, moi j'ai voté pour cette personne est élue parce que j'ai voté pour elle, pour faire cela, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a, pour que les élections soient transparentes, il faut un découpage électoral pour ce qui concerne les législatives équitable. Il faut que le fichier électoral soit propre, ne soit pas biaisé, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut que chaque parti politique soit présent dans les bureaux de vote. Il faut que le dépouillement soit fait conformément à la loi. Il faut que vous, journalistes, vous puissiez publier, donner les tendances en fonction des résultats que vous pouvez collecter devant les bureaux de vote, puisque les dépouillements se font portes et fenêtres ouvertes et qu'au terme du dépouillement, les résultats provisoires sont affichés sur la porte. Vous devez avoir le droit de pouvoir vous intéresser à cela, le publier et donner des estimations. Or, vous n'avez pas le droit aujourd'hui de le faire. Et ça aussi, c'est l'opacité qui entoure les échéances électorales et nous disons que ce n'est pas bon pour la démocratie de notre pays. Et vous travaillez, est-ce que ces préoccupations seront prises en compte avant ces élections qui sont annoncées dans 2 mois environ? Je disais sur une des radios périphériques il n'y a pas longtemps que le problème ne s'arrêtera pas pour l'ANC. Si le régime RPT UNIR veut faire du forcing et nous amener aux élections biaisées le 16 mars, comme cela a été annoncé, soyez assurés que nous serons présents à ces élections. Mais dès que nous serons à l'Assemblée nationale, nous remettrons tout cela sur le tapis. Parce que nous voulons que notre pays avance. Nous ne voulons pas nous contenter de, comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que c'est fait, donc on va accepter. Non. Il faut qu'on avance, il faut que le pays avance sur des bases solides pour ancrer la démocratie, pour créer la démocratie dans notre pays. C'est ce qu'attendent les populations togolaises. Ok. Par rapport au fichier électoral, c'est vrai que le travail qui a été fait par l'OIF, vous l'avez dénoncé, que ça s'est fait en catimini, mais lors de votre rencontre avec la presse, vous avez évoqué aussi le recensement électoral. Et la norme, selon vous, entre griffes, décrétée par la CENI, n'est pas respectée dans les autres zones 2 et 3. En clair, qu'est-ce que vous reprochez? Pourquoi vous remettez encore sur le tapis le recensement général? Le recensement est mal fait. Le recensement est mal fait. C'est tout simplement parce que on avait dit à l'époque que dans la région maritime, il y avait plusieurs personnes, vous journalistes, vous avez fait le constat, qui attendaient à midi devant les bureaux de recensement quand on leur a annoncé que c'était fini. Et lors de discussions avec certains partis politiques de l'opposition extra-parlementaire,
la CENI a déclaré qu'ils avaient arrêté le recensement tout simplement parce que les normes internationales étaient atteintes. Ces normes, ce qu'ils appellent les normes une norme internationale, c'est 50% à peu près. Mais quand on regarde la réalité des choses, on se dit, voilà. Aujourd'hui, quand on voit les résultats qu'ils ont communiqués, on se rend compte que, bon, pour la région maritime, ça fait moins 22 400 personnes par rapport à leurs normes. Vous êtes d'accord? Mais quand on rapporte le nombre d'électeurs recensés, 1 745 000, à la population 3 534 000, on voit qu'en réalité, il n'y a que 49% des populations qui ont été recensées dans la région maritime. 49%. On n'a pas atteint les 50%. Mais quand on va dans les plateaux, on se rend compte que là, ils ont 73 000 de plus, ce qui représente plus 9%, soit 54% du taux d'enrôlement par rapport à la population. Pour la région centrale, 54% également. Pour la région de la Kara, 55%. Et on descend à 52% dans la région des savanes. Nous disons, mais pourquoi? Si vous estimez que la norme internationale doit être respectée, il aurait fallu veiller à ce que ça soit 50% dans toutes les zones. Dans toutes les zones. Or, on se trouve avec une augmentation de la population des personnes recensées globalement de 4% environ sur toute l'étendue du territoire national, sachant que dans la région maritime, on est en dessous des 1%. C'est-à-dire on est en dessous même des 50% prévus. Et on dit non. Donc c'est des signes déjà qui vous disent que le match est déséquilibré. On a voulu déséquilibrer la région maritime, tout simplement parce que la région maritime à elle seule compte 3 500 000 personnes. Or, on a peur que si on prend 3 500 000 personnes globalement par rapport aux autres populations qui font à peu près 5 millions, il y aura plus d'électeurs dans le sud que dans la région maritime que dans les autres régions. Donc, on a compensé par les autres. Mais dans la région aussi, le parti au pouvoir aussi a ses électeurs de la région maritime. Donc, bien sûr, ce n'est pas un acquis pour l'opposition. Pourquoi dans la région de la Kara, excusez-moi, je n'ai rien après la région de la Kara, c'est un constat. Pourquoi, quand on compare le nombre d'inscrits par rapport à ce qu'ils appellent la norme, pourquoi on trouve moins 1% pour Lomé, moins 2% pour la région maritime, et on trouve plus 11% pour la région de Kara, 3% pour la région de la Savane, 7% pour la région centrale, et 9% pour la région des plateaux. Pour la région des plateaux, les explications, nous la connaissons. Je ne veux pas revenir. Donc vous portez toutes ces remarques-là au niveau du gouvernement. Nous avons écrit au gouvernement, nous avons écrit au ministre de l'administration territoriale, nous avons saisi la CNDH, nous avons communiqué avec vous à plusieurs reprises sur ces problèmes parce que nous estimons que ce n'est pas bon. Et d'ailleurs, sur ce sujet, nous avons écrit, il n'y a pas longtemps encore, à la CNDH. Cette fois-ci, vous avez veillé sur la forme. Le 5 janvier, le 5 janvier, nous avons saisi la CNDH concernant ce problème-là parce qu'il s'agit de la violation des droits de l'homme. C'est pourquoi vous l'avez fait. L'article 11 de la Constitution dispose que, je cite, nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale,
ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de sa conviction politique, religieuse, philosophique ou autre. Pourquoi il y a autant de distorsions dans le fichier électoral? L'article 44 dit: l'inscription sur la liste électorale est un droit pour tous les citoyens togolais remplissant les conditions requises par la loi. Et on peut continuer. Article 45, nul ne peut refuser d'inscrire sur une liste électorale un citoyen togolais répondant aux conditions fixées par la présente loi. Donc c'est des remarques portées à l'encontre de la CNDH en tant nous avons écrit le 5 janvier, donc il y a une dizaine de jours, il y a quelques jours, une dizaine de jours, à la CNDH. Nous attendons sa réponse. Cette fois-ci, la forme nous avons veillé, la forme. Mais à ce propos d'ailleurs, je voudrais faire une remarque. Vous savez que la CNDH a la capacité de s'auto-saisir. Bon. Si la CNDH a la capacité de s'auto-saisir, si elle trouvait que le fond de notre requête était valable, que la CNDH nous reproche nos écarts de langage, mais elle a l'obligation de s'auto-saisir sur le fond. D'autant plus que, peu de temps après, ce qui n'a pas été le cas au niveau de l'institution que dirige le juge Sonvi. Mais tout compte fait, au-delà de ces irrégularités, l'ANC se prépare quand même à affronter ces élections. Rapidement, Que dit la réponse de la CNDH au Fonds citoyen Togo Debout? Je l'ai là. Résumé des faits. Le découpage en vigueur par rapport aux élections législatives avait été fait sur la base de critères géographiques. En 2022, l'ANC a réalisé une étude sur le recensement général et le découpage actuel en vigueur pour les législatives, les élections législatives. Cette étude fait apparaître des variations dans le coefficient de représentativité des populations. Il continue, il vous cite. Donc, je laisse dire que tout ce que vous avez dit, quand même, est acceptable. Considérons que les faits ci-dessus exposés posent le problème juridique de l'égalité des citoyens devant le suffrage, en particulier en matière de découpage des circonscriptions électorales. Considérons que la règle de l'égalité de suffrage signifie que l'influence qu'un électeur exerce sur le résultat de l'élection doit être égale à celle qu'exerce chacun des autres électeurs, et chaque suffrage doit avoir un poids égal à celui de chacun des autres. Et je m'en vais rapidement vous livrer la conclusion. C'est dire que si on a compris, M. Dupuis, la conclusion est très dire importante. Que la CNDH a pris en compte vos remarques, même au-delà de la forme. La conclusion le contenu est acceptable. Non, c'est pas acceptable. Oui, parce que la commission conclut, je lis, que les préoccupations relatives au découpage électoral en vigueur sont réelles et récurrentes. Elles nécessitent une solution urgente. Si la CNDH savait, à travers notre saisine, que nos préoccupations relatives au découpage électoral sont réelles et préoccupantes et récurrentes, et qu'elles nécessitent une solution urgente, même en nous répondant que la forme n'était pas bonne, elle aurait dû s'auto-saisir pour essayer de régler ce problème. C'est son rôle. Donc vous pensez que la CNDH a manqué du courage? Je ne dirais pas cela par respect pour l'institution, je ne dirais pas cela, mais j'invite la CNDH à œuvrer pour que les droits humains soient respectés. Au-delà de ces irrégularités relevées, M. Rick Dupuis, dans le processus électoral en cours, il y a certains de vos camarades de l'opposition qu'il faut aller en 2025, faire des élections en général, en même temps pour minimiser aussi les coûts et tout. C'est la proposition du Coordination pour le renouveau, le CAR récemment. En mercredi aussi, lui était devant la presse comme vous. Est-ce que, comment vous trouvez cette... Avant de revenir à cela, vous avez posé une question tout à l'heure, mais dans la discussion, on l'a éludé un peu. Il s'agit des propositions de 117 députés, à raison d'un député par commune. Cela n'a aucun sens. Vous l'avez déjà dit, le président l'a déjà dit. Parce que quand vous prenez par exemple
la préfecture d'Assoli, qui a 60 000 personnes à peu près, il y a 3 communes. La commune des Lacs, qui a 200 et quelques mille habitants, a 4 communes. Donc ça veut dire que Assoli aura le même de députés que les Lacs. Aura plus même de députés que Agouagnévé. Et que en ce moment-là, le Golfe, qui compte plus d'1 million d'habitants, aura 7 députés, puisqu'il y a 7 communes. Cela ne tient pas la route. D'autant plus qu'il y a d'autres élections qui vont venir. Les sénatoriales. Lors des sénatoriales, qui sont ceux qui vont voter? Ce ne sont pas les populations togolaises qui vont voter. Ce sont les grands électeurs. Ces grands électeurs sont qui? Ce sont des élus municipaux et des élus régionaux. Donc ce problème-là est déjà pris en compte par le Sénat. Donc la territorialité est déjà prise en compte par le Sénat. Okay. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, en réponse à la question que vous posez. Il faut faire tout en 2025. Vous savez, en 2025, vous savez combien d'élections, dans ce cas-là, il y aurait en 2025? Il y en aurait 5. Les municipales, les régionales, les sénatoriales, les législatives et la présidentielle. Déjà, on a du mal à coupler 2 élections, vous voulez qu'on en couple 5. On aura le temps, en une année, pour informer les populations, les former, les éduquer, pour affronter de tels suffrages sans qu'il n'y ait de problème. Je m'interroge. Okay. Je ne connais pas l'agenda politique du CAR. Oui. Je ne veux même pas le savoir. Peut-être que le CAR de M. Daté a une stratégie que j'ignore. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas que pour des stratégies politiques internes, on puisse sacrifier l'intérêt national. Okay. Je ne le veux pas commenter. Je ne veux pas commenter, mais je dis que peut-être que le cas a besoin de temps. Peut-être. A besoin du temps. Je ne sais pas pourquoi. Mais, de grâce, il y a d'autres partis politiques au Togo, vous avez dit tout à l'heure, qui sont prêts. Y compris l'ANC. À affronter les élections, à faire en sorte que les choses changent dès cette année et non pas attendre 2025 pour que cela change. Okay. Justement, par rapport à la tenance à la tête de l'État, c'est vrai que vous l'avez dit, vous travaillez sur le terrain depuis un certain moment, il y a des rencontres avec la fédération, mais il se murmure aussi que vous prévoyez des tournées nationales à l'intérieur du pays, ça devait commencer. Quel message allez-vous apporter aux populations et comment ça va se dérouler? Des tournées nationales, comme on le faisait avant, pour l'instant, on n'a pas de calendrier affiché. Pour préparer de tels déplacements du président et du bureau national, actuellement, nous organisons des tournées du secrétariat général à l'intérieur du pays. Nous avons déjà fait la région maritime, nous avons fait la région des plateaux. Maintenant, la région centrale en partie. Nous allons faire dans les prochains jours une tournée du secrétariat général dans la savane, puis dans une partie de la région de la Kara. Et quand tout sera bouclé, si on ne tombe pas tout de suite dans la période préélectorale, si la date retenue le 16 reste toujours figé, on aura peut-être une seule tournée avec le président pour aller dans les principales villes de notre pays pour parler aux populations et soutenir les listes locales, puisque nous croyons savoir que la circonscription électorale serait désormais la préfecture. C'est déjà dans la Constitution, mais vous savez qu'avant, on regroupait certaines préfectures, comme le cas de Golfe et Agouagnévé, de Bamono et Lac, ainsi de suite. À Niogou, Pelé, Ploto, tout ça.
il paraît, les bruits se sursurent, que désormais, chaque préfecture sera autonome, sera une circonscription électorale. Si tel est le cas, on essaiera de voir avec le président si son agenda le lui permet pour aller rencontrer certaines régions pour voir comment les listes fonctionnent sur le terrain. Mais après les élections, il y aura des tournées nationales qui seront organisées comme on a l'habitude de le faire par le passé. Comme vous l'avez dit, que les fédérations sont déjà debout parce que vous avez à travailler. Mais lui aussi, il a consenti la plupart de sa vie à la vie politique au Togo. Monseigneur Bodjoro, depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à 2020, il a aussi voulu voir cette alternance avant de mourir, mais il est parti à 94 ans sans voir cette alternance. Au niveau de l'ANC, quand vous avez accueilli cette triste nouvelle? Je crois que le président a été clair lors de la conférence de presse de 10 janvier. Il a présenté ses condoléances ainsi que celles de son parti au clergé, à la communauté catholique du Togo, ainsi qu'à la famille biologique du défunt. Et il a souhaité que Monseigneur Bodjoro repose en paix et que nos prières allaient l'accompagner. Je pense que c'est la position de l'ANC. Vous, personnellement, que retenez-vous de lui? Vous savez, dans la vie, vous pouvez avoir fait beaucoup de choses, beaucoup de bien. On retiendra cela de votre passage sur Terre. Vous pouvez aussi avoir commis des erreurs. Certains retiendront les biens que vous avez faits, certains se souviendront des erreurs que vous avez commises. L'être humain est ainsi. Vous ne pouvez jamais être parfait. Même un saint, dans sa vie, si vous lisez la vie des saints, certains ont commis des erreurs avant de devenir saint. Saint-Simon, par exemple, un questeur qui est devenu saint. Donc, il y a beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Ce que moi je dis, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour des gesticulations politiciennes. Il faut laisser le temps à ces deux familles, religieuses et biologiques, de faire leur deuil, de voir en sorte comment organiser les obsèques de cet illustre personnage, au lieu de sortir, il faut ceci, il faut cela. Il méritait des hommages. Il faut ceci, il faut cela. Au rang national quand même. Mais ce n'est pas à un parti politique de le décider, c'est à l'État de le décider, en collaboration avec sa famille religieuse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été quand même un prince de l'Église catholique. Donc, ce n'est pas un parti politique de dire « Ah, il faut ramener le corps, ah, il faut faire ceci, ah, il faut... » Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas le rôle d'un parti politique. Il a été président du HCR. Il a été archevêque du Togo, de Lomé. Donc, ce n'est pas à nous de décider de l'organisation des funérailles. Ça appartient d'abord à sa famille biologique et à l'État, à sa famille religieuse. C'est un prince de l'Église. À sa famille religieuse, à sa famille biologique et à l'État de voir ce qu'il y a de faire. On va remettre l'antenne à Haïté Mensah qui va nous permettre de marquer la pause pour servir les annonceurs. On revient avec l'autre sujet, le retour aux affaires du ministre Pascal Bodjoro après plus de 12 ans à la touche. Quel sera le bénéfice de ce retour pour la vie politique du pays et des négociations? On va l'évoquer avec le porte-parole de l'ANC, M. Théophile-Éric Dupuis. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi sur Victor FM.
retour en studio avec l'invité du jour, Monsieur Éric Dupuis. Il est le conseiller spécial du président national de l'ANC et porte-parole du parti. Nous étions en train d'évoquer les conditions de transparence et de crédibilité des élections législatives et régionales qui sont annoncées au plus tard le 31 mars de cette année. Autre sujet au menu de ce débat, c'est le retour aux affaires du ministre Pascal Bojona, ancien ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement. Vous savez qu'il a eu des soucis judiciaires en 2012 dans cette affaire d'escroquerie internationale. Il a été jugé de complicité d'escroquerie, placé sous mandat de dépôt. 12 ans après, il fait son grand retour aux affaires, nommé depuis 29 décembre comme conseiller spécial du président de la République chargé des affaires politiques. Monsieur Dupuis, vous l'avez aussi appelé au niveau de l'ANC, Monsieur Pascal Bojona, vous le connaissez très bien, vous connaissez le rôle qu'il a joué dans la vie sociopolitique du pays, son retour aux affaires. Très bien, c'est un peu trop dire. Je le connais, oui, je connais bien Pascal Bojona. Très bien, je ne pense pas. Bon, écoutez, on peut se féliciter pour lui, pour ce que vous appelez son retour aux affaires. Mais en réalité, est-ce qu'il avait quitté effectivement totalement les affaires? Ah bon. C'est une question que nous devons nous poser. Parce que M. Pascal Bojona n'est pas de la dernière pluie. Il a servi le père, il a servi le fils, il est l'un des piliers du RPT UNIR. C'est vrai que pendant des années, il a eu quelques turbulences dans sa vie politique, mais ce sont des problèmes personnels à son parti. Peut-être des problèmes relationnels au sein de son parti, mais il n'a jamais quitté ce parti-là, à ma connaissance. Il n'a jamais quitté le parti, à ma connaissance. Donc, peut-être qu'il a continué à travailler avec le parti. Mais, c'est aujourd'hui que nous apprenons qu'il est désormais conseiller spécial du chef de l'État depuis le 29 décembre. Mais nous savions déjà depuis quelque temps qu'il était l'une des oreilles les plus écoutées de M. Fogna Sibé. Nous le savions, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous êtes un bon observateur de la vie politique de notre pays, vous avez dû constater déjà depuis quelque temps son apparition dans certaines manifestations officielles. On l'a vu aux Evala, même la prestation de serment en 2020 du chef de l'État. Voilà. Qui faisait partie des centaines de personnalités invitées. Tout ceci n'est pas anodin. Ah bon. Si vous êtes invité à ce niveau-là, c'est que vous êtes déjà dans le sérail. Ce n'est pas Éric Dupuis ou M. Adjakoto qu'on inviterait à ces manifestations et placé en vue. Nous sommes des analystes politiques, nous sommes des hommes politiques, et tous ces éléments ne nous échappent pas. Tout est sculpté à la loupe au niveau de l'ANC. Mais par rapport à la personnalité lui-même, par rapport à ces discussions avec l'opposition, pour certains, les 10 ans, plus de 10 ans passés là, était quand même difficile, et pour le pouvoir, et pour l'opposition, de trouver un interlocuteur réel. Est-ce que son retour aujourd'hui peut quand même relancer les discussions entre l'opposition et le pouvoir? Quand vous parlez de ces discussions avec l'opposition, je m'interroge. Il a intégré beaucoup d'amis même dans l'opposition. Il a des amis dans l'opposition. Moi, je ne dirais pas que j'ai beaucoup d'amis dans le parti RPT UNIR, mais je rencontre certaines personnes dans le parti UNIR et RPT UNIR. J'ai même fait des études supérieures avec certains, qui sont aujourd'hui à la tête de sociétés d'État. Donc, on a fait nos études de 3e cycle de finance à Paris. Donc, bon, ça ne m'empêche pas de les voir. Mais chacun joue son rôle, n'est-ce pas? Chacun fait son choix politique. Ce n'est pas parce que vous êtes RPT UNIR qu'on est devenu nécessairement des ennemis. Voilà.
Donc, moi, je savais par certaines personnes que Monsieur Pascal Bodiona a repris du service, d'abord dans un premier temps discrètement, puis officialisé depuis le 29. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Parce que son poste est conseiller social du chef de l'État chargé aux affaires politiques. Ça veut dire que vous l'aurez devant vous peut-être dans des discussions. En ce moment crucial qu'on est avec ces débats sur les élections. Quand Pascal Bodiona était ministre de l'administration territoriale, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'avoir discuté plusieurs fois avec lui dans le cadre de mes responsabilités au sein de l'UFC et puis de l'ANC. Et Pascal Bodiona a été celui qui a tout fait pour empêcher l'ANC de naître en 2010. Oui, toutes nos manifestations, même le congrès que nous avons voulu faire pour mettre sur pied l'ANC a été interdit. Il a tout fait pour cela. Mais bon, l'ANC existe aujourd'hui. Si Pascal Bodiona veut discuter avec l'ANC, il nous connaît, il connaît notre franc-parler, nous dirons ce que nous pensons, et puis c'est tout. Mais je ne sais pas, je ne vois pas ce qu'il pourra encore nous apporter si le régime RPT unir, si le chef de l'État, Fogna Sibé, ne mettait pas un peu d'eau dans leur vin, s'ils ne revenaient pas à la raison avec un peu de respect pour cette population togolaise. 92-02. Cela m'interroge beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir arriver à des discussions sélectionnées. Et d'ailleurs, dans notre déclaration, nous l'avons souligné, et nous avons dit que l'ANC est prête à rentrer en discussion avec le régime pour trouver des solutions aux problèmes actuels que traverse le pays. 92 02 80 63 99 70 70 90 pour être en direct avec nous. Et notre invité du jour, c'est M. Eric Dupuis, conseiller spécial de Jean-Pierre Fabre et porte-parole du parti. M. Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, excellence, bonjour. Bonjour M. Pelé. Bonne heureuse année. Meilleurs vœux à vous aussi. 2024, c'est l'année de la finance. Que l'ANC est prête? Je dirais que... On va prendre les préoccupations d'abord. Ce n'est pas l'alternance, c'est le changement que nous attendons. Le changement et l'alternance, les deux vont de pair. Pas nécessairement. Tout à l'heure, vous êtes en train de dire que Pascal Bodiona, M. Pascal Bodiona a bloqué l'ANC. Non, on ne va pas, M. Pelé, on ne va pas faire une fixation sur M. Pascal Bodiona. Monsieur Zidane, comme un débat, c'est-à-dire, votre émission de faites vite parce qu'il y a d'autres qui attendent aussi sur la... Bon, je vais évoluer. Ça. Bon, à ce qui concerne ma préoccupation, même c'est le Sénat est né pour un dialogue. Le lendemain des élections de 22 février 2020, on sait que c'est une autre élection qui est une élection législative et qu'on a besoin de découpage. Vous avez dit tout à l'heure qu'en janvier 2021, déjà vous avez déposé ce dossier-là et que ce dossier n'est pas exécuté par le pouvoir. Il faut savoir automatiquement que le régime RPT ne veut pas du changement, c'est-à-dire ne veut pas de l'état de droit. Maintenant, qu'est-ce que... Rapidement, M. Pelé... Comme le CPC, qui est un blocage pour le dialogue, donc vous savez déjà que ça ne peut rien faire. Est-ce que vous pouvez être dans le CPC et encore créer un cadre pour discuter lorsque vous savez que le CPC ne peut pas aller? Est-ce que vous ne pouvez pas donc le CPC là pour aller pour revendiquer une chose? Ok, merci beaucoup à vous, Pelé. Madame Philippine, bonjour. Oui, bonjour, Judas. Bonjour. Bonjour, notre invité. Bonjour, Madame Philippine. Monsieur Judas. Oui. Je vous ai demandé à savoir, notre frère, notre Espérance qui est là, le nom Fabre.
c'est un nom togolais ou bien c'est un nom libanais. Parce que je voulais savoir si ce sont des Togolais qui gèrent le pays ou bien ce sont des étrangers. Merci beaucoup. Ok, c'est votre préoccupation. Merci beaucoup à Madame Philippine. Derrière vous, c'est Madame Messi. Bonjour, Madame Messi. Bonjour. C'est parce que c'est l'ANC que j'ai pu faire le forfait de 250 francs. Bon, bref, je comprends pas les gens. Et Monsieur Dupuis, votre parti, c'est un parti nationaliste qui est contre le colon. Il lutte pour une indépendance économique, monétaire, politique, tout ce qu'on veut, sociale, machin, éducative. Comment se fait-il que d'aucuns combattent encore en 2020 là? Ce régime vous a toujours combattu. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas contre eux, hein? Vous n'êtes pas contre eux, mais vous êtes contre le colon. Et maintenant, on vous combat pour conserver le pouvoir. Nous avons une constitution qui est à côté de ce qu'on vit au Togo depuis 63, 60, 2005, tout ça là. Mais pourquoi vous ne portez pas plainte? Prenez les articles de la Constitution de la C92 et puis appliquez-les. Portez plainte. Ok. Pour qu'on ait la paix. Ok. Merci. Merci à vous, Madame Messi, 92 02 80 63 99 110 110 90 pour être en direct avec nous. On dit à tu qui reçoit pour vous Monsieur Théophile depuis le porte-parole de l'ANC. Monsieur Gado, bonjour. Allô, Monsieur Gado? Est-ce que Monsieur Gado est avec nous? Bonjour, Monsieur Gado. Haïti, est-ce que Monsieur Gado est avec nous? Quelques soucis pour l'avoir et Claudia a dit non et Haïti Messan, ça fait pour nous mettre dans de bonnes conditions. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Zad. Comment vous allez? Ça va bien. À qui est honneur? Ben de Tchédier. Monsieur Ben qui nous appelle depuis Tchédier. Allez-y, Monsieur Ben. Bonjour, Monsieur Ben. Oui. Bonjour, Monsieur Eric. Comment vous allez? Bonne et heureuse année. Ça va très bien. Tous mes voeux de santé pour vous. Merci, merci. Que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse. Tous les efforts en politique que vous faites pour la libération de notre cher Togo, que Dieu vous bénisse. Oui, à travers, j'ai une préoccupation. Et je remercie d'avance monsieur le chef de l'État de ramener M. Pascal Bodjono aux affaires politiques. Pour que je demande au président de la République tous les conseils que le chef, M. Bodjono va lui donner pour recadrer les règles de jeu électorales dans ce pays en 2024. Je demande à l'ANC de reprendre encore la lettre que vous avez envoyée au chef de l'État, de vous rencontrer avant les élections. Bonne émission. Bonne journée. Bonne journée à merci vous beaucoup, aussi. Merci à vous aussi et bien des choses à tous nos amis qui nous suivent de Thévier. On va prendre le dernier, c'est Gilbert qui est là. Bonjour Gilbert. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle d'Aflaou. De Aflaou, Gilbert qui nous appelle depuis Aflaou au Ghana. Okay. Oui. Rapidement. Monsieur Dupuis, permettez-moi de vous poser cette question. Monseigneur Kodro, de son vivant, il y a eu des accointances politiques entre eux. Aujourd'hui, il n'est plus. Il advenait que le gouvernement lui organisait des obsèques nationales. Est-ce que serez-vous de la place? Ok. Merci beaucoup à vous, Gilbert, et bien de choses à tous nos amis d'Aflaou au Ghana aussi qui nous suivent sur la 96.3 aussi sur le www.victoirefm.com et pourquoi pas sur le numéro 576, c'est sur le bouquet Canal Plus. On va rapidement avec Gilbert. Il y avait eu des petits problèmes au lendemain de la présidentielle 2020 avec l'archevêque émérite de Lomé. Aujourd'hui, si on décide de nationaliser ces obsèques avec une invitation durement envoyée à l'ANC, est-ce que vous serez présent à ces funérailles? D'abord, M. Gilbert a dit que nous avions des accointances politiques avec M. Kodro. Je crois que c'est l'inverse qu'il faut comprendre. En réponse à sa question, je dirais que l'ANC n'aime pas tirer sur les comètes.
attendons de voir le moment venu si l'ANC est effectivement, d'abord, s'il y a des obsèques nationales, et si on vous invitait, si on nous invitait, quelle serait la réponse de l'ANC? L'ANC ne fonctionne pas comme ça. L'ANC a plusieurs instances politiques. D'abord, il y a le président national, il y a son conseil restreint, il y a le comité politique, il y a le bureau national. Toutes ces instances réfléchissent avant que le parti ne prenne une décision importante. Ok. Pour M. Ben depuis Thiévier, lui, il se réjouit de retour de Pascal Bourdiona aux affaires politiques surtout. Il demande à ce que le chef de l'État écoute ses conseils, surtout à ce moment-là, et définir les règles du jeu électoral. Et surtout, il vous demande de réintroduire votre lettre de demande d'audience pour rencontrer le chef de l'État avant les élections à venir. Bon, j'en prends note, il n'y a pas de problème. Nous n'avons jamais refusé de rencontrer le chef de l'État, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Oui. S'il adonnait que, suivant les conseils, pour poursuivre M. Ben, suivant les conseils de M. Pascal Bourdiona, on est invité à rencontrer le chef d'État, soyez assurés que nous irons, sans aucun problème. Okay. Et d'ailleurs, tout à l'heure, la personne qui a appelé n'avait pas très bien compris ce que j'ai dit. C'est vrai que Pascal Bourdiona avait essayé d'empêcher la naissance de l'ANC, mais individuellement, nous avons de bonnes relations avec Pascal Bourdiona. Moi, j'ai de bonnes relations avec lui. Bon, maintenant, dans ses nouvelles responsabilités, wait and see, on verra bien ce qu'il fera. Okay. Pour Madame Essi, vous êtes nationaliste au niveau de l'ANC, vous combattez contre le colon, mais elle revient toujours sur les plaintes. Il faut dire que la Constitution vous donne le droit, si les articles sont violés, porter plainte. Je voudrais rassurer Madame Essi que l'ANC travaille beaucoup. Il y a beaucoup de choses que l'ANC fait, il y a beaucoup de choses que l'ANC peut faire, il y a beaucoup de choses que l'ANC va faire. Donnons-nous le temps de réfléchir à l'opportunité de chaque acte que nous posons. Ok. Par rapport à Madame Philippine, il revient sur la nationalité du président national. Madame Philippine ne peut pas revenir sur la nationalité togolaise de M. Fabre. M. Fabre est togolais à part entière. Il est né togolais. Et il n'est pas libanais. Il est de nationalité togolaise et que ça. D'abord, elle a dit que ce sont des gens qui dirigent son pays. M. Fabre ne dirige pas le Togo aujourd'hui, à ce que je sache. Peut-être qu'elle le souhaite pour M. Fabre. Dans ce cas-là, je la remercierai. Je voudrais renvoyer Mme Philippine à l'article 11 de la Constitution, qui dit « Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale. » Madame Philippine, dans sa question, viole la Constitution et on peut l'attaquer en justice. C'est interdit par la loi. D'abord, Sylvanus Olympio, il n'a pas un nom de consonance togolaise, Olympio. Gruniski n'a pas un nom de consonance togolaise. Dupuis n'a pas un nom de consonance togolaise. Lawson n'a pas un nom de... On peut en citer plein. Qu'est-ce que Mme Philippine vient de nous dire? Par rapport à M. Pelé, aujourd'hui vous avez vu que le CPC est un véritable marché de dupes entre griffes. Qu'est-ce que vous allez chercher? Pourquoi un nouveau cadre? Vous faites de ça pour conclure la Monsieur Pelé n'a pas changé en 2024, c'est toujours des amalgames. Il m'a déjà posé cette question au moins une dizaine de fois. Je ne vois pas la nécessité de répondre à là. Nous préférons être au CPC et veiller à corriger les choses et à porter nos idées. Nous disons tout à l'heure que nous sommes prêts à continuer à nous battre, même jusqu'à l'Assemblée nationale, sur nos idées, en espérant que tôt ou tard, nos idées seront prises en compte. Merci beaucoup à vous, M. Théophile Dupuis, le conseiller spécial du président national de l'ANC et porte-parole du parti d'être passé dans cette émission. C'est tout, c'est fini. Merci à Ité Messan pour la réalisation technique. Le direct est sur la page Facebook, c'est avec Claudia Dillon. Portez-vous bien sur la chaîne de l'Excellence. Bon début de week-end à toutes et à tous.